Bienvenue à tous sur un nouvel épisode de Data Watch. Pour rappel, Data Watch, c'est un podcast de veille autour d'articles liés à la data engineering, même si des fois on va un petit peu plus loin. Et je fais ce podcast en binôme avec Axel Monroy. Salut Axel. Salut Bertrand. Pour ceux qui voudraient un peu plus de détails sur nos profils, je vous invite à aller voir directement nos profils LinkedIn qui seront directement dans la description de l'épisode. Et pour info en plus sur LinkedIn, je fais des posts réguliers, 4 fois par semaine autour de la veille data, pareil, des articles que l'on peut aborder avec Axel, d'astuces, de concepts, de techno-data. De la même manière, je fais aussi une newsletter hebdomadaire qui reprend ces thèmes-là, mais de manière beaucoup plus élaborée, où je vais un peu plus en profondeur. Et pareil, j'ai un blog qui s'appelle datayuka.com et qui reprend les mêmes thématiques pour, d'une certaine manière, un peu plus enrichi en tout cas que sur LinkedIn. Aujourd'hui, les sujets que l'on va aborder. On va parler d'organisation des équipes logicielles et data. On va voir que c'est fortement lié. On va aussi parler de stratégie de surveillance des pipelines ETL. Derrière ça, on va parler de data observability. On va aussi parler de 3 composants d'une stack de données non structurées. On va aussi parler d'un sujet, je pense qu'il va nous faire pas mal parler, Axel. C'est le premier data engineer IA au monde. Donc ça va être, je pense que ça va nous faire parler. Et le dernier, on va parler de la réalité des formats de table ouvert. Donc quand on parle de format ouvert, on parle de Iceberg, de Delta, de Apache UD, etc. On va détailler un peu ça dans le dernier article. Et donc le premier article, on va parler d'organisation des équipes logicielles et data. Axel. Ouais, gros sujet. Hein. Gros sujet. Comme je t'avais dit, j'ai eu du mal à synthétiser tout ça. Parce que en fait, c'est un article, je pense qu'il faut absolument lire si vous bossez dans votre entreprise, chez un client. Parce que ça permet de prendre pas mal de recul. En fait, l'article se base sur la loi de Conway, que je connaissais pas d'ailleurs, donc Melvin Conway, qui a dit que toute organisation qui conçoit un système produira une conception dont la structure est une copie de la structure de communication de l'organisation. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour prendre du recul sur notre entreprise. Exactement. Et en fait, je pense aussi que c'est un peu le cap qu'on doit tous franchir pour se dire senior, c'est de maîtriser cette structure de communication de l'organisation. Jay Krebs, qui est le CEO de Confluence, il va même un peu plus loin. Lui, il dit que en fait, une organisation aujourd'hui, elle se manifeste par le software. Elle se définit et se concrétise dans du software, dans le sens où les processus de base d'une entreprise, comment elle fabrique un produit, comment elle interagit avec ses clients, ses fournisseurs, sa capacité et sa manière de fournir des services. En fait, tout ça, c'est spécifié, exécuté et surveillé, on va dire, dans du software. C'est vrai. Donc, le constat, il est assez clair. En fait, l'efficacité du système, ça revient à l'efficacité du software. Donc, si le software est dysfonctionnel, l'organisation est dysfonctionnelle et inversement. Si la structure organisationnelle est dysfonctionnelle, le software sera dysfonctionnel par logique. Et dans tout ça, pour ramener un peu le sujet au data engineering, en fait, lui, et je vais le dire clairement, je vais pas créer d'attente, je vais pas teaser. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. C'est que il est pour un rapprochement data
vers les équipes software. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est quand même... alors, on se parle et on communique dans le système d'information entre les produits digitaux et la data, mais on ne travaille pas ensemble côte à côte. Mhm. Ça reste quand même assez séparé. En fait, là, il ne doit pas y avoir deux structures, software et data, mais une, avec chacun ses spécificités. Mhm. D'ailleurs, et je suis assez d'accord aussi, c'est qu'il dit le data engineering, depuis quelques années, ça devient une discipline du software engineering plutôt qu'un domaine pur isolé du software engineering. Parce qu'en fait, on utilise pas mal de choses en commun. Donc, des pratiques de test, de création, code build et de run d'API, de l'observabilité, de la manière dont on code avec des outils modulaires et réutilisables. On fait du code dry en data engineering. Ouais. Donc voilà, faire une bonne CI/CD, on travaille en agilité, quoi. Il y a quand même énormément de choses en commun. Il parle aussi je trouve, de notions intéressantes qui sont les data contrats et les data products. Mhm. Les data contrats, pour pas trop faire un tunnel, je vais aller rapidement. En fait, ça a apparu il y a quelques années. C'est pour pallier le manque de communication entre software et data. Et c'est surtout pour sécuriser les changements de schéma de données dans les sources qui sont du coup l'œuf, on va dire, entre l'œuf et la poule. L'œuf, c'est souvent le software engineering, Mhm. parce que c'est eux qui créent la donnée. Et la data consomme et historise. Alors, il peut y avoir aussi de l'enrichissement pour réinjecter dans les softwares. Mais en tout cas, le cœur d'une organisation, ça reste quand même son software. Et on peut définir aussi via les data contrats des tests de qualité, du versionning, comme on peut s'inspirer du versionning pour les API. Mhm. Puis des conventions, il parle d'Open API. Je laisserai les gens creuser. C'est intéressant de voir les bonnes pratiques pour les gestions d'API. Et en fait, tout ça, ça va sécuriser le système d'information. Et avoir aussi une vision data dans le software peut améliorer le software. Les compétences rassemblées vont forcément améliorer le global. Mhm. Euh, Si je devais juste Ouais. rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure avec le rapprochement entre data engineer et software engineer, Ouais. ça c'est clairement quelque chose que je ressens fortement depuis quelques années. Mhm. Là, c'est surtout la première mission où je suis basculé sur Apache Spark. C'est là où j'ai commencé à toucher au fait de mettre en place une certaine architecture de données avec du Python ou du Scala. J'ai commencé d'ailleurs sur Scala. Mhm. Et le fait de devoir avoir plusieurs branches, parce qu'avant je travaillais en général sur une branche, là où il y a eu besoin de faire plusieurs branches, le fait qu'il y ait de la dev hors production, Mhm. le fait de mettre en place des tests unitaires, on mettait des fichiers CSV où on faisait des tests avec une certaine fonction qu'on avait développée, on voulait que ce soit équivalent avec ce qu'on attend au niveau de la Mhm. sortie, est-ce que l'on attend. Donc là, je l'ai fortement ressenti, et depuis que j'ai commencé à faire ça, je le ressens toujours. Là, encore plus avec DBT qui arrive. Là, Ouais. c'est clairement mettre à disposition les outils du software engineering dans les mains des data engineers. Ouais. Et data analysts aussi, ça peut déborder. Et là, ce que tu disais aussi sur les data contracts, ça, c'est vraiment puissant. Là, dans ma mission actuelle, on n'a pas des data contracts, mais on a des contrats d'interface. Mais c'est des contrats d'interface oraux. Enfin, oraux. On a un Google Sheet qui dit on s'est mis d'accord sur tel schéma, il faut le respecter. Et si jamais il y a quelqu'un qui change le schéma, on va dire ah, regardez, on avait déjà ça. C'est un Data serrage de contract, ça va. peluche, quoi.
Ouais, c'est ça. Par contre, là, le data contract dont tu parles, c'est quelque chose qui est un peu plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on va automatiser ça, on Ouais, va effectivement le versionner, on va mettre en place certains contrôles, etc. Et ça, c'est c'est ça. top. Ouais. Souvent, d'ailleurs, c'est Chad Sanderson qui a fait un livre sur ça, sur les data Mhm, contracts. Et il dit faut pas over-engineer, quoi. Faut pas trop complexifier les data contrats. mhm. Faites un fichier YAML en interface entre deux systèmes qui pop, quoi, qui alerte en cas en cas de problème, ça suffit, quoi. Et je me souviens justement qu'il y avait un logiciel, un framework qui mettait ça à disposition. J'ai totalement zappé. Je me demande si c'est pas SQL Mesh qui mettait à Ouais. disposition ça, Qui qui gérait les inclut data une couche contracts. de data contract. Ouais, il y a un truc comme ça. Ou Mais c'est peut-être pas DBT, SQL, mais je pense que c'est en bêta en ce moment, si je dis pas de bêtises. c'est possible. J'ai pas vu passer l'info, mais ça pourrait. Après, j'ai l'impression qu'il commence à, à mettre des features que dans DBT Cloud, la version payante. Ouais, ça fait déjà quelques temps, comme le Column Lineage par exemple. Ouais, Hmm. ouais, donc DBT Core, c'est sympa et c'est gratuit. Par Mhm. contre, ben, au bout d'un moment, faut que ça paye, quoi. Donc, Ouais. ils vont différencier, je pense, de plus en plus la version payante et la version gratuite, avec potentiellement des features comme ça. Data lineage, data contrat, qui Après, peuvent être uniquement dans la version payante. ce qui peut paraître normal, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que tu développes un logiciel pour la communauté. Mm, C'est top, parce qu'il y a des nouveaux usages qui arrivent, mm, mais il faut payer les gens qui développent derrière. mm. Et donc, il faut bien rentabiliser un moment. Ouais, parce ce qu'il faut savoir, c'est que des entreprises comme ça, elles sont portées par des, comment on appelle ça? Des VC, Venture D'accord? Capital, et Mhm. c'est des investisseurs en fait qui prennent des risques, qui te portent au début, qui t'apportent des fonds, Mhm. mais derrière, bah, il faut être rentable, quoi. Donc, pour revenir à l'article, ce que je disais, ce rapprochement très fort entre le software et la data, en fait, on va commencer à parler de data products. Le concept de data product, c'est euh, le software se suffirait quasiment à lui-même pour brancher pour exposer de la donnée directement au métier. Mhm. Et qu'il n'y aurait pas besoin de tout un système de pipeline complexe pour pouvoir afficher de la donnée propre et enrichie au métier, pour les dashboards Mhm. et les rapports. Ça, en fait, ça paraît bizarre à dire aujourd'hui, parce qu'on est habitué à faire des gros pipelines avec beaucoup de règles de gestion. Mais je pense honnêtement que, alors, ça se met pas en place du jour au lendemain, mais qu'avec une bonne vision et des bonnes ressources en termes de compétences et de seniorité, Mhm. on peut arriver à quelque chose de très intéressant. Donc il y aura quand même besoin forcément d'outils analytiques, de l'OLAP, alors que pour le software, on est plutôt sur de l'OLTP, donc des bases de données qui sont plutôt orientées IO et pas pour stocker en masse et faire de l'insert ou de la lecture en grosse quantité orientée colonne. Bon, il y aura Ouais, c'est toujours pas des... fait pour l'analytique, c'est vraiment pour de la transaction C'est ça. courante, quoi. Mhm. Mais on peut voir, en fait, quand on peut imaginer des, des systèmes qui sont assez simples pour faire passer le software à la data. Euh, d'outils, en fait, typés software à des outils typés analytics, sans faire d'énormes compensations ou enrichissements dans ce passage. Mhm. La dernière chose dont il parle, alors il appelle ça le shift left. Et en fait, c'est cette notion, j'avais pas du tout compris, je connaissais pas.
J'ai eu un peu du mal à comprendre. Apparemment, ça vient de la cybersécurité, du monde de la cybersécurité. Et là, en fait, c'est la même chose. C'est le rapprochement c'est le security by design. Donc, en fait, c'est rapprocher en bon français, les RSSI, les responsables sécurité des systèmes d'information, du software, qui sont intégrés dans les cycles de développement au plus proche du besoin, et pas dans une organisation où il vient après. Tu vois, en mode Ouais, ouais. audit et préco, etc. Ça aussi, je trouve ça très intéressant. Ça demande aussi de la maturité et de l'expérience, mais globalement, tu vois, moi, si demain je prends des responsabilités assez fortes dans une entreprise, en termes de communication, on peut vite être débordé. Et en fait, tout rapprocher au software, avoir une approche globalisante autour de son cœur, en fait, ça peut être très pratique. T'en penses quoi? Bah, clairement, je pense que le fait de rapprocher les équipes, ça apporte beaucoup. Il y a déjà eu pas mal d'initiatives déjà par le passé, le fait d'avoir, pour rester dans la data, ce qu'on appelle des squads, le fait de pas juste avoir une équipe de data analyst, une équipe de data engineer, une équipe de data scientist, le fait d'avoir des petites squads, mais qui sont animées autour de certains domaines. On parle un peu de data mesh au final derrière. Et ça, je trouvais ça déjà intéressant. Et donc, le fait de rajouter une couche de software engineering, pour moi, ça va encore dans ce sens-là. Et ça permet vraiment de trouver une cohérence dans l'entreprise sur ce qui est fait. Derrière ça, c'est le fait tu le disais tout à l'heure, de plus vraiment avoir une équipe software engineering qui va prendre les spécifications, les besoins du client pour après aller voir les équipes data pour dire alors en fait on a besoin de ça, faites le truc, nous on se met d'accord, oui d'accord on va le faire comme ça, etc. Là c'est vraiment, il y a une co-création ensemble, une co-réflexion parce que des fois, comment? Qui va être plus longue du coup, Oui, à ouais. l'instant, de développement, mais par contre bien plus pérenne, de meilleure qualité, donc c'est un investissement sur le long terme. Ah, clairement. Mm. Ouais, je le vois bien comme ça. Parce que c'est clair que des fois, le software engineering peut prendre certains besoins, dire OK, on va faire ça, etc. On met en place. Et au final, en discutant avec les équipes data, ils se rendent compte que ça va être compliqué. Ou ça va pas être possible. Alors que si, initialement, comme tu disais, ça peut être long, mais si initialement, il y avait déjà une co-création, ils auraient pu avoir les idées plus claires, il y aurait eu un échange un peu plus fluide. Exactement. On a tous connu ça, je pense. Et ça fait, c'est frustrant, hein, ces situations-là. Mais parce qu'on voit pas ça comme un data product. Mais encore beaucoup. Pour l'instant, j'ai jamais connu encore déjà, moi, j'ai pas connu encore de squad. Et j'ai pas connu ce rapprochement entre software et data engineer. Je le connais pas encore. Je sais pas si toi, tu commences à en sentir les prémices ou pas. Quand j'ai lu l'article, honnêtement, ça a mis pas mal de mots sur des choses que j'avais en moi. Tu vois, de ce que j'ai pu vivre sur les années de data. Et en fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que plus tu as de seniorité, plus tu te rends compte que c'est l'organisation qui est couplée énormément aujourd'hui au système d'information. Software, data, sécu. Et en fait, c'est hyper intéressant aussi de faire plusieurs clients pour voir qu'est-ce qui va bien d'un côté et pas de l'autre. Mais par contre, sur ça, ils étaient meilleurs. On parle aussi pas mal de concepts organisationnels dans le podcast. Je me rappelle avoir qu'on ait parlé des data owners, du data mesh,
Donc, tout ça, en fait, je pense, permet d'avoir des bonnes pratiques en résultante, à condition que ce soit bien appliqué, hein. Mais c'est aussi l'intérêt, je pense, un des intérêts, je pense, de travailler en ESN ou en freelance, c'est de connaître aussi avoir une diversité d'organisation et pas que technologique. C'est très intéressant, la tech. Euh, mais l'aspect organisationnel restera un pilier en fait de l'informatique et des systèmes d'info incontestablement. Oui, clairement. Ouais. Ça, c'est clairement l'avantage des ESN et le fait d'être en freelance. Finalement, on marche par mission, donc c'est un peu le même principe que les ESN. Après, ce qui veut pas dire que les CDI peuvent pas avoir un peu le même fonctionnement. J'en connais certains qui font 2 ans dans une entreprise, ils prennent tout ce qu'il y a à apprendre, ils apportent leur expertise, etc. Et après, ils Ouais. démissionnent pour aller voir Ouais, dans bien une sûr. autre entreprise. Ou sinon, tu peux avoir aussi le cas de quelqu'un qui est en CDI chez un client depuis 10 ans, mais qui se challenge et qui fait venir des consultants, qui leur demande tu vois, qui a soif de l'expérience des gens. Bien sûr. Parce que être en CDI, tu croises des freelances, des consultants, et tu peux acquérir tout ça en bossant avec eux aussi. Ouais, clairement. Donc, non, c'est pas du tout. On peut avoir une évolution en restant dans la même boîte pendant 20 ans, hein. Ah, bien sûr. À condition d'avoir cette envie-là et de rester en fait une éponge à l'évolution et à l'expérience des gens. Totalement en phase. Ouais. Pour le deuxième article, je te propose qu'on y passe de Lindsay McDonald. J'ai pas noté, mais donc j'imagine que c'est Monte Carlo derrière la source, qui nous parle de stratégie de surveillance des pipelines ETL, ETL, ELT ou ETLT. Je crois que c'est dans cet article-là que j'ai réentendu ce terme ETLT, le fait d'avoir une petite transformation quand même entre l'extraction et... Avec le T minuscule, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais donc derrière, je vais en parler après, mais derrière c'est pas mal de data observability, pas que, mais bon, il y en a quand même derrière. Et l'INSEE part du principe que toutes ces pipelines là finissent toujours par rencontrer un problème. Totalement en phase avec cette phrase. Ça, il faut se mettre ça en tête. À chaque fois que tu mets en place quelque chose, dis-toi, ça va finir par péter. Et donc, elle recommande dans ses stratégies, parce que c'est le but aussi de l'article, elle dit que l'avantage, ça serait d'avoir une surveillance qui est centralisée et non pas décentralisée. Donc là, c'est un peu à l'inverse du data mesh, parce qu'on veut tout décentraliser. Parce que si jamais on décentralise, et c'est ce qu'elle quand même pas mal le cas, moi j'ai connu ça partout, c'est le fait qu'on ait un outil qui va surveiller une petite partie, un autre outil qui va faire une petite partie, un autre outil, etc. Et en fait, c'est disparate dans la surveillance des données. Et donc, c'est pas toujours évident, ou alors c'est chiant, tout simplement, de le faire. Alors qu'on pourrait essayer de centraliser ça à un seul endroit pour dire, là, j'ai une vue complète de tout ce qui se passe, en termes de qualité, en termes de est-ce que la pipeline, elle est OK, pas OK, est-ce qu'elle a du retard ou pas, est-ce qu'il y a des valeurs manquantes, etc. Juste avoir un seul endroit. Et ça, effectivement, ça serait une bonne stratégie à adopter, plutôt que de se disperser. Elle recommande aussi d'avoir des alertes pour des vrais besoins d'attention et pas juste à chaque petite erreur. Ça aussi, ça c'est une approche que je connais. Même moi, je peux tomber dedans. Le fait de se dire, tiens, je vais mettre en place quelque chose de très fin, un suivi très fin, de la qualité, mais du coup, je suis alerté tout le temps. Puis en fait, quand tu vas regarder, tu vas te dire, ouais, bon, en fait, c'est pas grave. Et au final, bah, tu es alerté beaucoup de fois. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, je suis alerté plein de fois. Au final, à chaque fois que je regarde, c'est pas grave. Bon, bah, ça va devenir pas grave. Et donc, quand il y aura une vraie alerte, ça peut passer à la trappe. Comment ? Non, je dis ça peut arriver, hein. C'est ce qu'on appelle l'alerte overwhelming. Tu vois, le fait d'être submergé en fait d'infos pas pertinentes. Ouais. Ben, en fait, ouais, ça te fait baisser la garde, entre guillemets. Ah, clairement.
Je le ressens clairement. Mm. Et donc, je trouve que c'est intéressant. Et elle donne un exemple pour elle d'une alerte qui est bien construite. Ça serait une alerte du genre, il y a 25% de valeur nulle pour le champ Intel dans la donnée de transaction Intel. Vraiment quelque chose de vraiment parlant. Donc, vraiment totalement en phase. Elle propose aussi d'avoir une surveillance de bout en bout, en plus d'avoir du data lineage. Donc la surveillance de bout en bout, c'est ce que je dis là depuis le début, c'est le fait vraiment d'avoir une surveillance complète pour dire là il y a de la data qui est arrivée, est-ce que c'est ok, pas ok, à telle étape, où est-ce que ça en est, etc. De voir vraiment toutes les étapes jusqu'à temps de l'exposition de la donnée, ou voire même de la consommation de la donnée. Et le data lineage, ça aide clairement, même si c'est peut-être pas encore assez utilisé. Dès qu'il y a un problème, le fait d'avoir un data lineage quelque part, ça te permet de remonter directement la source, de remonter à toutes les étapes. Et ça, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est pas évident. Parce que quand t'as pas de data lineage vraiment à dispo, ok, il y a un utilisateur qui te remonte une alerte pour dire là, dans les données que je consomme, il y a un problème, tel problème. Ok. Donc tu remontes dans la table qui est directement consommée. Ah ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit problème, mais il faut que j'aille voir encore avant. D'accord, la source c'était quoi? Ah oui, il y a ça, mais en fait, ça c'est déjà une agrégation 2 ou une jointure 2. Il faut que je remonte encore. Et à chaque fois, en fait, je me retape tous les scripts de chacun pour comprendre de où ça vient. Et j'ai déjà passé 1 heure juste pour arriver au bon endroit. Alors que le data lineage, tu vois, hop, hop. En plus, avec la surveillance de bout en bout, tu sais, ah bah en fait, c'est à cet endroit, il y a un problème, tu vas direct dessus et là, tu peux te concentrer. Donc clairement, ça a une valeur ajoutée énorme, même si c'est pas encore suffisamment déployé dans les entreprises. Elle propose aussi d'intégrer la validation de la qualité des données dans cette surveillance globale, que ce soit en termes de format, que ce soit en termes de valeur manquante, de la corruption. Ça c'est vrai, j'ai pas noté, mais corruption, ça peut être un peu tout. Donc j'imagine que la valeur dedans, c'est pas OK, que c'est pas la bonne valeur. Par exemple, un mail où il n'y a pas de hâte ou c'est n'importe quoi dedans. Et surtout d'avoir de la détection avant la propagation en aval, donc avant que ça se propage vraiment partout. Ça, c'est clair. Et on n'a pas toujours ça. Moi, j'ai pas. Franchement, c'est toujours le consommateur qui alerte et après je remonte en amont. La plupart des fois, j'ai rencontré ça. Elle propose aussi d'utiliser les pannes passées, enfin les données passées en tout cas, de ce qui s'est passé, pour faire de l'anticipation de panne. Donc elle propose de se dire, on sait que à partir d'un moment, on a vu que le temps d'exécution s'allongeait et il faisait que quelques semaines après, à partir du moment où ça commence à s'allonger, il y a une panne, il y a un truc qui ne va pas. Là, on voit que actuellement, ça refait un peu le même schéma. Le temps de traitement commence à s'allonger un petit peu. Peut-être qu'il y a un problème. Donc, autant le regarder tout de suite avant que ça commence à refaire une vraie panne. Enfin, une vraie panne, c'est le fait que le traitement, il plante. Okay. Donc, pareil, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Un article vraiment complet. Basique, elle parle de créer des tableaux de bord clairs. Par contre, là, je me dis, on déborde aussi un peu sur la data analyse, du coup, en faisant tout ça, mais malgré tout, ça apporte quand même pas mal pour les data ingé. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là où on commence à parler de data observability, même si tout ça, ça fait partie de la data observability. Mais là, c'est plus pour faire un peu de pub pour l'outil de Monte Carlo, parce que Monte Carlo, c'est aussi un outil que je n'ai jamais utilisé. Et donc là, elle parle aussi de détection d'anomalies avec de l'IA, évidemment. Mais ça, clairement, ça peut être top, parce que c'est l'IA qui va permettre d'analyser ce qui s'est passé avant pour essayer de détecter automatiquement. Là, j'ai l'impression qu'il y a le même schéma qui se reproduit. Il va sûrement y avoir quelque chose. Peut-être aller regarder, ou peut-être lui-même, l'IA pourrait aller regarder un peu plus en détail pour détecter quelque chose. Ça a clairement de la valeur ajoutée. Bon, suivre la qualité, on en a déjà parlé. Mais le but vraiment de ça, de la data observability, c'est d'avoir une visibilité complète, comme je le disais au début, de tout le traitement, tous les flux, toutes les pipelines, de vraiment tout, de la qualité, et d'avoir surtout des actions proactives. Moi, jusqu'à maintenant, je suis toujours en réactif. C'est très rare que je sois en proactif, sauf si je tombe dessus par hasard. Dans le sens où je suis en train d'analyser un script parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Justement, je fais du run, donc je suis plutôt en réactif. Puis là, je me dis, ah mais attends, il y a déjà un problème. Donc là, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème, mais ce truc-là, ça va poser un problème dans le futur. Donc là, tu fais quelque chose de proactif, mais tu tombes dessus par hasard. Ouais.
Donc globalement, l'article, c'est vrai que je l'ai trouvé intéressant. L'INSEE, donc, elle fait toujours de la pub pour Monte Carlo, elle parle toujours de data observability, mais elle change un peu d'angle. Et là, l'angle qu'elle a apporté sur cet article, j'ai trouvé ça intéressant. Toi, sur cette partie-là, le fait d'avoir des stratégies, le fait d'avoir une visibilité complète, est-ce que tu as déjà connu ça dans tes missions? Et si tu n'as pas connu ça, comment est-ce que tu te débrouilles? La visibilité complète, on commençait un peu à l'avoir sur ma mission précédente. Ok. Parce qu'il y avait de gros enjeux en termes de fourniture d'électricité aux clients. Mhm. Donc je peux pas trop en dire, je pense. Parce qu'il y a des données qui sont... Comment dire? Des données un peu confidentielles. D'accord. Le fonctionnement est un peu. Le fonctionnement, Ouais. etc. Ouais. Ok. Le principal élément qu'on analysait, c'était les sondes. Mhm. Effectivement, on avait bien bossé avec les ingénieurs pour alerter et faire des vraies alertes, du coup, sur les seuils, sur les creux de tension, etc. Ok. Et plein d'autres choses, hein, dont je me rappelle pas forcément. Donc là, c'était vraiment intéressant. Et on pouvait, du coup, ça générait des bons d'intervention d'équipes dans les agences sur le terrain Mhm. pour dire attention, il y a des problèmes sur tel jeu de bar ou tel. Et donc, il faisait des interventions proactives. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de coupure, il n'y avait pas c'était pas visible en fait par les clients. D'accord. Mais il y avait des mots d'intervention qui étaient faits, quoi, des interventions qui étaient faites en proactivité. C'est un exemple qu'on peut donner avec ce genre de principe. Et ça, c'est top. C'est clairement ce qu'il faut faire. Là, Ouais. c'est parce que c'était peut-être essentiel pour les habitants. On va dire, Ouais. c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Ouais, puis t'as pas forcément que des habitants, t'as des hôpitaux, Ouais, en plus. tu vois. Donc, je sais plus exactement le nombre d'interventions. Parce que, en fait, t'as plusieurs types d'interventions. T'as les interventions proactives, comme je viens de Mhm. dire, c'est avec la donnée, euh, t'estimes que le matériel peut devenir défaillant assez rapidement et tu le changes. T'as les interventions programmées, c'est-à-dire que il va y avoir des travaux sur de la voirie ou j'en sais rien. Et là, c'est programmé, ça veut dire que il faut faire un chemin bis, un chemin électrique bis pour que les travaux qui ont besoin d'enlever le système puissent se réaliser. Et tu as les interventions réactives, c'est-à-dire que le matériel est défectueux, des habitants se plaignent ou j'en sais rien, la mairie ou peu importe. Et là, il y a une intervention qui est faite un peu en urgence, quoi. Mhm. Et je vais pas donner les seuils, parce que je sais pas si je peux les donner. Ok. Mais en gros, les rapports de proactif, réactif, c'était très, 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 très grandement amélioré sur une période de 4-5 ans, Ok. grâce à ce système-là. Ouais, clairement. Je comprends tout à fait. Et je pense Ouais. que peut-être qu'on ne met pas assez d'importance dans la data et ce que ça peut avoir comme conséquence aussi. Mais Ouais. il faudrait qu'on investisse davantage dedans parce que ça Mm. apporterait énormément. Ouais, ouais. Après, ça dépend aussi la criticité du business de ton client. Mhm. Tu vois, la livraison d'électricité, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses plus critiques pour un pays développé. Tu vois. Mhm. Et donc là, c'est hyper important. Mais en fait, ce principe-là, tu peux l'appliquer même si ton business, c'est que de la vente, par exemple. Bien sûr. Tu vois? Oui, tu vas pas tuer des gens s'il y a des tests qui sont pas
debout encore, quoi qu'ils ne sont pas Ouais. construits. Mais tu vas réduire ton manque à gagner, tu vas augmenter ta satisfaction client, in fine. Donc, et je pense que c'est toujours important d'avoir cette vision-là en tant que data eng, Oui. de dire bah, mes tests, qu'est-ce qu'ils vont apporter. Clairement. Je te propose d'enchaîner sur le troisième article. Donc, les 3 composants des données non structurées. Ouais. Bon, je rappelle vite fait ce que c'est les données non structurées. En fait, tu vas avoir des données qui vont être rangées pour être vulgarisant. Mhm. Donc, dans des tables, avec des structures bien définies. Et après, tu vas... donc, pas forcément dans des tables. Hein. Il y a du NoSQL, ça va être des documents. On va pas énumérer... il peut y avoir du semi-structuré. On va pas énumérer tout. Mais le non-structuré, ça va être toutes les données générées par de l'activité. Donc, par exemple, une photo, un film, une vidéo, un mail, un discours d'homme politique, que j'en sais rien. Il y a plein de données qui ne sont pas structurées. Et en fait, ça représente 80-90% des données qui sont générées dans le monde. Tout ça. Et on arrive à près de... Quand on dépassait, je pense, les 150 zeta-octets de données aujourd'hui, total dans les systèmes dans le monde, quand c'est une évaluation de dictionnaire. Zeta, je ne sais plus si c'est... Parce que tu as téraoctet, pétaoctet, je pense qu'il y a quelque chose entre les deux. Hexaoctet. Hexaoctet, ouais, et zeta-octet, donc l'immensité des données aujourd'hui est phénoménale. Et bon, pour le coup, moi, je le dis, j'ai jamais travaillé réellement avec des données non structurées. Je pense que la seule chose que sur laquelle j'ai travaillé, c'est des lectures de PDF, du scanning de PDF pour tirer des informations. Mais toi, je sais pas si tu as... Moi, la seule fois où j'ai bossé vraiment sur des données non structurées, et encore, c'était un peu loin, j'étais en train de mettre en place une API qui allait servir dans un traitement de machine learning, et c'était un peu la même chose, c'était de l'extraction de données d'un PDF. D'accord, ok. Ou d'une image. Ok. Mais globalement, il y avait déjà quelqu'un qui avait bossé sur l'extraction de certains contenus. Moi, j'ai industrialisé ça en la mettant en place sur une API. Et sinon, je crois me rappeler qu'à un moment, j'ai fait du NLP, mais très rapidement, je ne sais plus sur quel sujet. D'accord. Mais ouais, effectivement, je ne bosse pas beaucoup sur du non structuré. Mais après, les cas d'usage, par exemple, de la consommation de données non structurées, ça va être... tu peux être une agence qui scrape les données des réseaux sociaux et qui fait des analyses de sentiments sur différents sujets de société. Là, il n'y a pas longtemps, il y a les élections américaines. Tu peux scraper tous les podcasts de YouTube et passer par du machine learning pour dire si tel ou tel candidat est vu positivement dans les commentaires, dans le podcast, avec l'analyse de la vidéo et de ce qui est dit. Donc voilà, en fait, il y a plein de cas d'usage. Et ben, forcément, pour répondre à ce besoin de consommation de données non structurées, ben, il faut une pile technologique, ce qu'on appelle une stack. Et il parle des 3 défis un peu. C'est les 3 phases qui sont pas évidentes à mettre en place. C'est l'extraction et l'ingestion. Donc en fait, il faut capturer l'information et savoir la traiter. Donc il y a des modèles de vision pour tout ce qui est image,
PDF, tout ce qui a besoin d'être scanné. Mhm. Il y a des modèles de traduction, d'une langue étrangère à la langue dans laquelle tu veux avoir le rendu. Il y a plein de modèles qui peuvent être utilisés. Dans l'article, il parle de Tensor Lake et de Vectorize. Mhm. Jamais utilisé, je peux pas donner de faire de retour. Dans le traitement de données, il parle de Daft. S'il y a besoin de transformer et d'analyser les données ingérées. Mhm. Pour le Tensor, j'étais en train de réfléchir. Le Tensor, je vois plus dans l'article. Par contre, je me rappelle qu'il parlait de vectorisation. Ouais. C'est le fait de transformer les données non structurées en gros vecteurs. Et en Ouais. fait, tu peux comparer plusieurs vecteurs entre eux pour comparer les contextes, en fait. Ouais. Ça sert beaucoup dans le texte. Le fait que là, on détecte qu'on parle d'un certain contexte. Mhm. Un gros chat, ça fait référence à quoi? Il pourrait comprendre qu'en fait, c'est un tigre derrière, ou un lion, ou quelque chose comme ça. Et pourquoi, du coup, il met dans l'article Vectorize dans la partie extraction et ingestion? Moi, je verrais plutôt ça dans traitement. Alors, je dirais... Ou parce que j'ai noté ça aussi. L'ingestion vectorisée. Je pense parce que j'ai noté ça aussi. J'ai bien noté qu'il parlait dans cette partie-là, extraction, ingestion, de représentation vectorielle du texte. Mhm. Je pense que c'est pour directement le mettre à disposition pour que ce soit IA, enfin AI ready. Je pense que c'est pour que ce soit vraiment D'accord. prêt Ah oui, donc il y a une à phase l'emploi. de mise à l'emploi. Ok. Je pense. Parce que c'est bien ce qu'il disait, l'enrichissement avec de l'embeddings. D'accord. Donc ouais, pour moi, c'est plutôt déjà le mettre prêt à l'emploi. Et après, donc, il y a la gestion des données. Et là, il parle des données, des bases de données vectorielles, graphiques et documentaires. La seule que je connaissais, c'était Neo4j. Pareil. Les autres, je connais pas du tout. En fait, dans nos missions, on est très peu exposé à tout ça. J'ai jamais fait de graphe, j'ai jamais fait de vectoriel Ouais. déjà, mais après c'est récent le vectoriel, mais je n'aurais jamais fait Ouais. encore. Je pense que dans les big tech aux États-Unis et dans quelques entreprises type, je sais rien, Mistral ou des boîtes des agences spécialisées dans tout ça. À part ça, c'est assez rare. Hein. Si tu prends le domaine de data eng, Mhm. le pourcentage de data eng exposé à des outils comme ça, je pense qu'il n'est pas très élevé. Ça dépend vraiment le contexte de l'entreprise, comme tu le disais. Ouais, c'est ça. Parce que par exemple, les graphes, réseaux sociaux, Oui, ça carrément. clairement. C'est ça. Pour les données vectorielles, ça va dépendre. Effectivement, là, c'est clairement adapté pour du non structuré. Est-ce que les entreprises feront de l'analyse de texte? Est-ce qu'ils font de l'analyse de sentiments? Parce qu'on pourrait en avoir besoin. Est-ce que c'est nous? Moi, j'ai vu pas mal d'externalisation de ces services-là. Pour dire, nous, effectivement, déjà, il y a une entreprise qui fait les questionnaires ou qui prennent les retours d'expérience client. Nous, on y a accès, Non, ok, ça, c'est vrai mais qu'il y en après, on les a. Ouais. renvoie à quelqu'un d'autre. Ouais. Non, ça, il y en a quand même pas mal. Je pense qu'il y en a quand même, mais c'est souvent des entreprises spécialisées pour ça. Ouais. Et je pense qu'en interne, ça va se développer de plus en plus aussi. Chez les clients en interne. Là, j'avoue, je me rends pas trop compte au niveau du marché. Dans mes missions actuelles, je le sens pas comme ça. Pour moi, c'est de l'externalisation. Ok. Même si à un moment, c'est utilisé. Mais pas à mon niveau, en tout cas. D'accord. Parce qu'en plus, dans les nouvelles possibilités qu'offrent les outils cloud, c'est que tu peux mettre à disposition tes données directement à des prestataires. Mhm. Dans BigQuery, c'est Dataplex? non. Ah, j'ai plus le nom. J'ai un trou. C'est pas Je suis Dataplex? fatigué. Dataplex, non, c'est le catalogue. C'est pour la Ouais, gouvernance, peut-être. ouais. Euh, Hub. Ah, Analytics Hub. Analytics Hub.
Ouais, Ouais. c'est ça. Ça, on l'utilise. Ouais. Ouais, donc tu vois, même si tu fais tu demandes une prestation de machine learning à une agence, elle peut aujourd'hui très facilement avoir accès à tout ce dont elle a besoin via Analytics Hub, par exemple. Ouais, bien sûr. Et il parle aussi des nouveaux formats de fichiers, alors que pour pas changer, que je connais pas du tout. Il parle de Lens, Nimble et Vortex, Ah, je ne connaissais pas non plus. ouais, qui émergent là pour répondre aux limites de parquet dans le traitement des données non structurées. Mhm. Encore une fois, complètement inconnu au bataillon pour moi. Je crois que Lens, je les connaissais pas non plus. Et je crois que Lens, ou peut-être je dis une bêtise, c'est peut-être en Mhm. open source. D'accord. Parce que ça me dit quelque chose d'avoir mis dans ma liste d'articles LinkedIn à traiter LensDB ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Ça me dit quelque chose. Donc je le traiterai un jour. Ouais. Et tu vois, c'est pas quelque chose que je peux me dire, vas-y, je teste en une petite heure, je me prends une heure pour tester. Les données non structurées, ça demande quand même beaucoup de compétences Mhm. à acquérir. Donc, je sais pas toi, vis-à-vis de tout ça, où est-ce que tu te situes si tu veux en faire, si tu veux, si t'en ressens pas du tout l'utilité aujourd'hui. Bah, moi je suis super curieux. Moi, bien sûr, si on me propose de travailler sur des données non structurées, je veux dire, ah bah ouais, Ah, avec mais si on plaisir. te propose de travailler et qu'on te paye. Oui, d'accord. Pour acquérir les compétences seul. C'est Oui, ça le sujet. oui. Bah, en fait, pareil. Je suis curieux, j'aimerais bien Mais avoir pas le ça. temps, en fait. C'est T'as ça. trop C'est que d'investissement. je prends pas le temps, en tout cas, pour faire ça, parce que je préfère l'investir dans autre chose. Ouais. Mais je serais super intéressé. C'est juste qu'il faut que je fasse des choix. Choisir, c'est renoncer. Non, mais c'est exactement pareil pour moi. Mm. En fait, je vois la dose de travail que ça demande, je pense, est assez élevée. Et on a déjà beaucoup de choses à faire pour l'instant. Donc, clairement. Moi, ça fait déjà des années que En fait, tous les mois, je fais mon suivi de budget. Donc, c'est-à-dire que j'extrais les relevés de compte Ouais. de mes comptes. Et j'en ai plusieurs, je les mets ensemble pour Mhm. pouvoir suivre mon budget du mois, pour pouvoir me faire un petit bilan en fait pour moi au niveau personnel. Et je fais tout encore à peu près manuellement. J'ai quand même du Google Sheet avec certaines formules, mais je fais Mhm. quand même le traitement, je classe, enfin, etc. manuellement. Et Mhm. ça fait tellement longtemps que je me dis, j'ai les compétences, j'ai envie de mettre en place une pipeline. Enfin, j'ai envie de C'est mettre ton en place cœur de tout ce qu'il métier. faut. Bah ouais, mais je le fais pas. Je J'ai pas pris le temps de faire ça. Ouais, Alors que je bah. pourrais clairement faire ça. Et tu prends pas le temps de lancer du LensDB pour consommer des données non structurées. Non. C'est pas bien. Mais ouais, j'aimerais bien. Bien sûr que j'aimerais bien faire ça. Ouais, mais après, on rigole, mais c'est hyper intéressant. Et, et si tu as l'occasion de travailler dans ce domaine-là pour, je sais pas, faire de l'analyse de sentiments, je sais pas, d'une campagne de pub ou d'une campagne politique ou de l'accueil critique d'un film, quoi, je veux dire, il y a plein de cas d'usage. Ouais, Et clairement. c'est hyper intéressant. Ou même pour la sécurité, les voitures autonomes, elles sont bourrées de modèles de reconnaissance, etc. Donc c'est intéressant et il y a du business, c'est sûr. Bah, c'est Il ce que faut tu avoir disais au début, en fait. l'opportunité. La majorité des données qui sont créées, c'est de la donnée non structurée. Ouais. Donc, effectivement, à partir de là, ça veut dire qu'il y a une énorme valeur à extraire de ça. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est que elles sont très peu utilisées. Voilà, c'est ça. Tu vois, alors que les données structurées, ça représente 10 à 20% par déduction. Mhm. Et par contre, ça, il y a un taux d'utilisation et de réutilisation qui est, je pense, très, 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 très supérieur. Bah, niveau simplicité, tout simplement. Parce que Ouais, tu as déjà les données qui sont toutes prêtes, elles sont claires, tu peux l'exploiter directement. c'est Que ça. la non structurée, tu vas avoir un gros boulot derrière. Et puis, ça demande beaucoup de ressources aussi. Ça demande beaucoup de ressources. GPU, machin. Après, je pense API. que l'article, un des trois composants sur la partie traitement,
il parlait aussi le fait de passer de la non structurée à du structuré. Ça veut dire en extraire quand même une certaine structure dans les données. Mais ouais, il y a plein de choses à extraire de ça. Dont, je sais pas si on a parlé, d'IA générative. Tu veux faire une petite transition à data engineering AI? On va voir. Je voulais faire une transition, effectivement. Mais pour dire, les données structurées, non structurées, c'est la base de l'alimentation des LLM, de ce qu'on utilise là depuis 2 ans. Ouais. C'est clairement ça. Et donc, effectivement, en parlant d'IA, il y a un article de Girish Bhatt, j'espère que je prononce bien, qui annonce le premier data engineer AI, le premier au monde. C'est l'entreprise Revefi qui lance l'outil qui s'appelle Raden ou Raiden, je sais pas. Et en gros, derrière, c'est une intelligence artificielle qui fait le boulot de data ingénieur. Alors bon, il fait le boulot qui aide surtout sur la partie, qui aide les entreprises sur la partie data engineering. Donc là, les promesses derrière ça, c'est de pouvoir faire, on en parlait tout à l'heure avec l'article de Lindsay Lohan, de l'observability, de la data observability sur les pipelines, sur tout ce qu'il y a en entreprise. Il propose apparemment de faire de l'optimisation de coûts. Il propose d'accompagner aussi sur la qualité des données, automatiser apparemment lui-même des tâches complexes. Là, par contre, j'ai pas trop creusé à voir comment est-ce qu'il automatise une tâche complexe, qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que là, pour moi, c'est très très vague. Et clairement, il propose ça comme une solution copilote. Évidemment, il ne va pas tout dire que ça va remplacer les data engineers, sinon ça serait un peu violent. Mais il y a du potentiel pour les entreprises, parce que là, ce que tu promets aux entreprises, c'est vous payez un service et il vous fait même ce qu'un data ingénieur pourrait avoir du mal à faire. Le fait de faire de la data observability, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même un gros boulot à mettre en place. Optimiser les coûts, c'est un gros boulot aussi. Je l'ai encore vu il y a quelques mois où on devait absolument travailler sur une optimisation de coûts pour une pipeline. On a vu qu'est-ce qui consommait le plus. On a d'abord bossé sur ça, mais pendant peut-être une semaine déjà, pour optimiser, pour diviser par le nombre de coûts. Et après, on a voulu diviser par presque 10, mais on a bossé pendant plusieurs semaines pour faire ça. Ouais. Alors que lui, potentiellement, il pourrait lire tes données et il sait tout ce qu'il faut faire. Donc clairement, c'est un contrôle quand même a posteriori. Bien sûr. Ouais, d'un vrai data eng, on va dire. Ouais, c'est pour ça qu'il parle d'un copilote. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais clairement, ça ferait gagner énormément de temps. Parce qu'un data eng qui passait 3 semaines pour faire une optimisation de coûts et qui là, il passe une journée, il n'y a plus besoin d'avoir 2 data eng. Oui, carrément. Donc oui, on peut parler encore du fait que ça va bouffer des emplois, mais je vois clairement l'apport pour les entreprises. Et ça pourrait aller plus loin que les data ingé. Ça pourrait compléter clairement les data ingé. Ça pourrait les recentrer sur certaines valeurs ajoutées, à voir ce qui se cache derrière la valeur ajoutée. Et ils ont fait un retour aussi d'expérience sur ça, sur les premiers utilisateurs. Donc évidemment, ils ont fait un retour parce qu'ils sont positifs. Première chose, économie importante. Bon, ça, c'est l'argument phare pour les entreprises. Le fait que tu payes un truc, mais ça te fait économiser plus, donc ça veut dire que c'est rentable, donc tu peux le prendre. Et les entreprises, pareil, ils parlaient que l'agent data ingénieur a permis d'automatiser certaines tâches critiques, et surtout, ça je vais en parler après, sans avoir directement accès aux données. Ça, je trouve ça super intéressant, parce que je pense qu'ils ont accès à tout ce qui est metadata. Ils n'ont pas directement accès aux données clients, mais plutôt aux résultantes des traitements. Et ça, c'est vachement intéressant. Et ça doit être RGPD friendly, c'est ça que tu veux dire? Ouais, clairement. Par contre, j'ai noté un truc et j'ai oublié de le décrire. Ça parlait de zéro touch. Bon, j'ai noté no data access et zéro touch. Je sais plus ce que ça voulait dire zéro touch derrière. Zéro touch. Ouais, je sais plus si c'est dans le sens où il fait que des recos, il touche à rien, mais vu qu'il parlait d'automatisation de tâches complexes. Oui. Il modifie pas de données directement, sans ton aval. Donc voilà. En fait, c'est les deux propositions de ce robot-là. Donc très intéressant. Au final, la promesse, c'est vous prenez ce service-là, vous le branchez, il fait tout.
Et il accède même pas à vos données, donc pas de problème. Niveau conformité, niveau réglementation, il n'y a aucun problème. Et en plus, il prend pas d'initiative. Comment? Aux données sensibles ou à toutes les données? C'est no data access, donc pour moi, il accède à aucune donnée. D'accord. Ah ouais, donc C'est comme, il arrive à inférer avec que les métadatas. avec que les métadatas, ou même sur les données, par exemple. Là, actuellement, j'utilise un service qui s'appelle Sifflet, solution française, je crois, si je dis pas de bêtises, de data quality, même s'ils s'élargissent. Et en fait, ils vont faire des requêtes SQL directement sur les données du système d'information, mais eux, ils vont pas traiter les données, enfin, ils vont pas avoir accès vraiment aux données qui sont traitées, ils vont juste avoir accès aux agrégats, aux résultats de l'agrégat. Okay. Et donc, ils prennent que ces métriques-là. Ils n'ont pas accès dans le détail des données. Donc, j'imagine que c'est peut-être aussi quelque chose comme ça derrière. Parce que vu qu'il parlait de qualité des données, faut bien qu'il lance certaines requêtes de qualité. Yes. Et donc, vraiment, je trouve ça intéressant. Bien sûr, ça me fait un peu peur pour les boulots, même si c'est un premier agent là, qui vient d'arriver. Je ne suis pas alarmiste non plus. Je ne pense pas que c'est l'année prochaine où il y aura le marché qui va être divisé par deux. Mais ça va avoir un impact dans quelques années, ouais, c'est sûr. Et je me pose beaucoup la question aussi sur les juniors. Directement, j'ai pensé à l'avenir de nos métiers, mais aussi pour les juniors. Parce que si quelqu'un est expérimenté, si un data ingénieur senior, je pense qu'il va avoir plus de valeur ajoutée encore que ce que apporte cet agent, cette IA. Mais pour les juniors, clairement, la promesse, c'est qu'il ait déjà toutes les compétences d'un junior, même plus. Et donc, est-ce que ça ne va pas bloquer l'entrée des juniors? Exécution. Ouais, oui, je suis d'accord. Et comme je disais tout à l'heure, la seniorité, c'est pas que dans l'exécution, hein, c'est aussi dans la compréhension, la communication. Mais en fait, j'ai du mal à quantifier ce que ça va engendrer sur le marché. Ah, c'est compliqué là. C'est encore trop récent. Ouais. Mais est-ce que ça va faire une réduction de 10% ou une réduction de 3/4? Je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Là, après, la promesse, c'est pas je développe vos pipelines pour vous, mais on sait très bien, parce qu'on a fait plusieurs épisodes dessus, où il y a, on écrit juste le texte dans une IA générative sur Gemini et il va lui-même aller faire ta requête SQL. Ouais. Donc, ce service existe déjà. Tu rajoutes ça à Raiden, là. Ouais. Waouh, ça fait déjà pas mal de trucs. Mais est-ce qu'il va savoir moi, aujourd'hui, ce que je reproche aux outils d'IA, c'est qu'ils sont très forts dans les tâches unitaires, mais dès que tu leur demandes une tâche globalisante, une approche globalisante, ils ont déjà plus de mal. Puis tu vois, si tu lui demandes de créer des tests de l'observabilité, de prendre en compte plein de facteurs, etc., ils peuvent facilement se perdre. Donc, cette notion comment dire, d'architecture et de compréhension des systèmes et aussi des problèmes qu'il peut y avoir dont toi tu es au courant et du coup que tu prends en compte dans tes analyses sont quelque chose qui sont pas encore adaptés au rendu que peut apporter l'IA. Mais oui, comme tu disais, les tâches un peu junioresques d'exécution, là c'est le cœur du sujet. Hein. Bah, clairement. Mais très junior, du coup. Comment? Mais très junior, pour le coup. Oui, quand je parle de junior, c'est vraiment l'entrée. Ouais, l'entrée sur le marché. L'entrée. Je sais pas à combien t'estimes la juniorité. Bon, après, ça dépend des personnes. Dès la fin des études. Là, je pensais à ça. Ok. Entre 0 et 2 ans, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la moyenne. Ouais, là j'ai très peur parce qu'au final, le junior, tu parlais de la valeur ajoutée des seniors, le fait qu'ils aient une vision globale et qu'ils aient en tête certaines informations que n'aura pas l'intelligence artificielle, mais les juniors, ils n'ont pas l'info. C'est ça. Eux, ils arrivent oui, c'est ça. À poil. Exactement. Donc ouais, j'ai un peu peur de ça. Et
Je dirais juste qu'il faut que les entreprises fassent attention parce que on peut très vite aller dans le boulot de junior, c'est bon, cette IA peut le faire, j'ai plus besoin d'embaucher des juniors, sauf qu'à un moment, ils vont à court de seniors. Il va falloir absolument qu'ils pensent à quand même faire rentrer certains juniors pour penser à leur avenir. Et ça, je vois beaucoup d'entreprises qui ne pensent pas à ça. Du coup, Axel, merci. Je vais faire le dernier article en solo et puis on se voit la semaine prochaine. Ouais, salut. Salut. Alors, pour parler du dernier article, donc c'est l'article de Jack Van Lightly. Donc, c'est le même que le premier article, le même auteur. Et là, dans cet article qui a été publié le 31 octobre, il parle de la réalité des formats de table ouverts comme Apache Iceberg et Delta Lake. Derrière ça, lui, il enchaîne direct pour dire que la vraie bataille, selon lui, c'est pas la bataille des formats ouverts. C'est pas on utilise Apache Iceberg ou Delta Lake ou Apache ED. Derrière, lui, c'est la bataille entre les systèmes ouverts et les systèmes fermés. Donc, pour tout son argumentaire, le long de l'article, il parle de Snowflake et de Databricks. Donc là, il dit les deux plateformes, ils ont adopté des formats de table qui sont ouverts. Donc, pour rappel, sur Snowflake, c'est Apache Iceberg et sur Databricks, c'est Delta Lake. Mais selon lui, ça reste quand même ce qu'il appelle des jardins clos parce qu'ils limitent quand même l'accès à leur système. Il parle comme exemple que Snowflake, c'est attaquable que en SQL. Databricks, on doit utiliser son moteur de calcul. Et que pour accéder aux données, donc qui sont derrière des formats de données ouverts, ça dépend beaucoup de leurs outils et de leur écosystème pour maintenir une certaine performance, que ce soit robuste et qu'il y ait encore une bonne intégration, une bonne interaction entre tous les outils. Pour lui, le futur de la différenciation entre les deux, ça va être est-ce qu'il va y avoir des plateformes qui vont être vraiment ouvertes pour avoir certains standards, pour avoir une certaine interopérabilité, parce que les standards, là, comme c'est pas ouvert, du coup, tu peux avoir Snowflake qui a son propre standard, Databricks qui a son propre standard, BigQuery sur une petite partie qui a son propre standard, etc. de fonctionnement. Le fait qu'il y ait plusieurs outils qui soient compatibles, donc ça veut dire que tu prends un moteur de calcul, j'en parlerai encore un petit peu plus tard, mais d'une autre plateforme qui peut aller interroger, lire, écrire directement sur Snowflake et inversement, qu'on puisse vraiment accéder à tout de n'importe où. Et donc là, dans ce cas-là, c'est les entreprises qui vont choisir les services qu'ils vont utiliser. Il y a un service pour eux qu'ils vont utiliser qu'en termes de stockage ou en termes de flexibilité sur le format ouvert, mais ils préfèrent l'interface ou les services qui sont dans une autre plateforme. Et donc, ils peuvent coupler les deux. Donc, c'est vraiment du cloud hybride, ou peut-être pas que du cloud. Par contre, il prend quand même du recul à dire que ces plateformes-là ont engagé les premiers pas. En premier, il parle de Databricks. Il parle que Databricks a mis en place, d'ailleurs, je crois que c'est cette année, ou peut-être l'année dernière, ça me dit quelque chose cette année avec le Databricks Summit, qu'ils ont mis en place les external tables, qui permet d'avoir un accès externe aux données. External table, même, je dis peut-être une bêtise, parce que juste après, c'est le Delta Sharing. Je ne sais plus lequel des deux, mais permet en tout cas à des plateformes externes d'accéder à ces données. Et il y a aussi le fait d'avoir différentes entreprises aussi avec un compte Databricks pour accéder à des données d'une autre entreprise. Je ne sais plus lequel vraiment des deux. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que c'est pas possible de lire et d'écrire avec un moteur externe. Donc voilà, donc au final, il faut avoir un compte aussi Databricks. Donc ça, c'est déjà très limitant. C'est pas suffisamment ouvert selon lui. Et ensuite, il parle de Snowflake. Par exemple, avec son approche d'open sourcing sur Apache Polaris, qui était le catalogue de données de Snowflake. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi Databricks qui a fait la même chose. Je ne sais plus avec quel catalogue, Unity Catalog, je crois, qui a open sourcé ça aussi. Le fait que Snowflake a adopté Apache Iceberg. Et aussi, très intéressant, que Snowflake commence à créer des connecteurs pour d'autres moteurs, comme Trino, comme Spark, mais pour l'instant que en lecture seule. Mais déjà, c'est une preuve d'ouverture supplémentaire.
Clairement, je vois bien que les plateformes, ce qu'elles veulent, c'est que les clients consomment leurs services. Le fait de les garder dans leur service, mais c'est pas évident. Parce qu'il y a certains services qui sont pas mal dans une plateforme, certains services qui sont pas mal dans une autre plateforme. Et donc, ça peut aussi être frustrant pour le client parce qu'il est obligé de tout changer. On parle de cloud hybride, mais je pense quand même que ça... Ou de multi-cloud, pardon. Je pense que ça reste quand même assez limité. Et le fait d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus ouvert, ça pourrait être pas mal. Et ça permettrait aussi aux entreprises de se dire, tiens, on quitte pas totalement un cloud pour aller sur un autre à chaque fois. C'est, on a gardé un service adéquat sur un cloud, on garde, enfin, on dépense l'argent sur une certaine partie, comme je parlais tout à l'heure du stockage, et on peut aller sur un autre cloud pour tout ce qui est moteur de calcul. Et donc, on dépense de l'argent un peu sur les deux. Ça évite vraiment de transitionner. Donc, j'ai trouvé intéressant cet article de Jack Van Lightly, qui prend du recul sur le fait que le problème, c'est pas le format, c'est plutôt l'ouverture des plateformes et l'interopérabilité des plateformes. Je vous remercie tous pour votre écoute. Pour rappel, le podcast est disponible donc sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast. Si vous avez aimé le podcast, pensez à la notation, à mettre une bonne notation sur le podcast pour qu'il puisse remonter dans les algorithmes et qu'on puisse avoir davantage de visibilité. Et si vous voulez échanger aussi avec nous, pensez à nous mettre des commentaires sur les différentes plateformes afin d'approfondir certains sujets ou même directement nous contacter sur LinkedIn. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.